Bon, ça devait être un voyage tout simple. On allait traverser la Russie à bord du Transsibérien pour finir au bord du lac Baïkal en Sibérie et fêter le Nouvel An. Ça, c'était notre plan. Mais le truc avec la Russie, c'est que ça se passe jamais comme prévu. Là, ça devient très problématique. Il y a des meufs qui sont en train de d'éventrer des gars. Les gars qui restent, qui sont encore vivants, ils veulent m'éventrer moi. Il faut qu'on se barre d'ici. Et pour raconter cette aventure de fou, j'ai réuni les 4 copains avec qui je l'ai fait. À gauche, Griff qui est graphiste, vous avez forcément déjà vu son taf, puisqu'il a bossé avec moi sur plein de vidéos du studio Bagel, ou avec Squeezie, Natou, ou encore McFly et Carlito. Il était aussi avec moi pour l'ascension de Kilimandjaro. Juste à droite, Matt, qui est producteur et avec qui je voyage aussi souvent, entre le Népal, les îles Lofoten et la Sibérie. Quentin qui est monteur, et pareil, vous avez forcément déjà vu son taf, puisqu'il a monté la plupart des vidéos du studio Bagel, et dernièrement, des épisodes du Flambeau. Et enfin Kim, que je connais depuis le lycée et avec qui j'ai monté une appli au Mexique, j'en parlais dans cette vidéo. Ah putain, j'avais zappé ça. Voilà, ça c'est l'équipe. Et précision importante, on est parti en Russie au Nouvel An 2019, donc 3 ans avant la guerre en Ukraine. On fera donc aucune référence à la guerre dans cette vidéo, on a surtout voulu parler de notre rencontre avec les Russes, qui pour beaucoup ne soutiennent pas forcément la guerre. Le plan, c'est donc de prendre le Transsibérien depuis Moscou pour finir à Ulan-Ude en Sibérie, en prenant d'abord la 2e classe jusqu'à Ekaterinbourg pendant 26 heures dont une nuit, puis la 3e classe jusqu'à Irkoutsk pendant 53 heures dont 3 nuits, pour finir dans la première pendant 6 heures en pleine journée. Et après 2 jours dans la capitale russe, où on a passé Noël et découvert les décos complètement folles de Moscou, on part enfin pour embarquer dans le train le plus long du monde puisqu'il fait 9288 km et traverse plus de 990 gares en 7 jours pour aller de Moscou à Vladivostok. Et il faut savoir que le Transsibérien, c'est pas du tout touristique. Beaucoup le confondent avec l'Orient Express, mais c'est avant tout un train pour les familles qui ont besoin de se déplacer dans le pays et qui n'ont pas de budget pour prendre l'avion. Donc quand on se retrouve dedans, les Russes nous regardent assez bizarrement, comme si on voyait des Russes faire les touristes et prendre des photos dans un TGV Paris-Châteauroux. Et pour bien se faire voir direct en arrivant, Griff a une idée. Le premier truc qui s'est passé quand on est arrivé dans le train, c'est Guillaume qui a mis sur une enceinte portable l'hymne russe à fond. C'est comme s'il y a des Russes qui arrivent dans un TGV et qui mettent la Marseillaise à fond dans le wagon. Donc dès le début, on est cramé. Et plutôt que de vous décrire chaque journée du trajet qui risque d'être un peu monotone, je vais plutôt vous raconter comment le Transsibérien fonctionne et comment on a essayé de se faire des amis jusqu'à ce fameux soir improbable en Sibérie. On va donc tester la 2e et la 3e classe. Dans la 2e, le wagon a 9 cabines et 4 couchettes par cabine. Comme pour la première classe qu'on verra plus tard, il n'y a pas grand monde, parce que la plupart des Russes voyagent dans la 3e. Et pour le coup, si vous voulez vivre la vraie aventure du Transsibérien, c'est là qu'il faut être. Cette fois, il n'y a pas de cabine, mais il y a 54 couchettes par wagon. Et c'est interminable. Le souvenir aussi, c'est la taille du train. Tu pouvais marcher des wagons entiers et ça s'arrêtait jamais. Je sais pas combien il y avait de wagons. Mais quand on allait au wagon au restaurant, sans mentir, vraiment, je pense que ça nous prenait 10-15 minutes. Même plus peut-être, ouais. Et pour passer entre chaque wagon, on doit traverser un sas bien flippant où tout est gelé. Ouais, t'ouvrais la porte comme une poignée des années 70 rouillées. Tu rentres dedans, il fait moins 50. Et tu passais au-dessus de et tu disais si je perds un truc, c'est terminé quoi. Pour manger, la plupart des voyageurs achètent des plats sur les quais, qu'ils réchauffent ensuite avec ce qu'on appelle un samovar, qui distribue de l'eau chaude dans chaque wagon. Et du coup, en 3e classe, toutes les odeurs se mélangent et c'est assez violent. Quand on est rentré, parce que c'est des bois à granules, je sais pas quoi, donc ça sent déjà une odeur d'espèce de gasoil un peu bizarre. T'as tous les mecs qui font leur bouffe, leur nouilles et tout, ça sent ça. T'as 54 personnes qui pètent, ça sent la sueur. Et t'as 2 toilettes pour 54 personnes. En plus, il n'y a pas de clim, il fait entre 26 et 28 degrés, donc on est dans une fournaise tout le voyage. Les gens avaient tendance à mettre leur tête côté fenêtre et du coup ils avaient leurs pieds côté couloir et du coup je me souviens très bien de quand tu traverses le couloir, tu passes ton temps à te limite prendre des coups de pied ou passer à côté de pieds qui puent vraiment. Tu traverses les pieds comme ça, c'est vraiment t'es dans la jungle et c'est une aventure pour retrouver ton lit. Mais pour autant, tout est ultra clean, notamment grâce aux hôtesses et contrôleuses du train qu'on appelle provodnitsa. C'est elles qui contrôlent les billets, donnent des draps propres, font du thé, nettoient et veillent à ce qu'aucun passager ne reste sur les quais à chaque arrêt. Bref, c'est les mamans du wagon, à la fois adorables et bienveillantes, tout en restant strictes sur les règles à respecter. Qui c'est qui a failli aller en prison parce qu'elle avait pas mis sa tête d'oreiller? Toi, je crois. Non. Ah si. Dans le train, on essaie de sympathiser avec nos voisins, mais faut reconnaître que c'est assez difficile. D'abord parce qu'on a fait une entrée en fanfare. Et ensuite parce qu'on connaît pas trop les règles sur place.
Nous, on avait pris des lits en hauteur et à un moment donné, on a eu le réflexe de s'asseoir sur les lits juste en dessous pour discuter entre nous. Et je me souviens d'un Russe qui est arrivé, qui nous a même pas adressé la parole, qui nous a juste fait un petit bruit en mode tu montes en haut. C'était ultra froid, ils avaient pas du tout envie de nous voir, pas du tout envie de rigoler. Non mais parce qu'on laissait pendre nos jambes aussi, et en fait quand t'es le lit du dessous et que t'as les jambes qui pendent, t'as envie de dire au mec t'es pas tout seul quoi. Je crois qu'il y en a qui se sont pris des coups. Ouais, patate dans la jambe, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais. Ouais, t'as tes jambes qui pendent. C'est pas excuse-moi, mec, c'est chiant. Patate, direct dans la jambe. Tu remontes tes jambes. Tu regardes en bas, il te regarde pas, le gars. Et le dernier truc qui, je pense, était la goutte d'eau pour nos amis russes, c'était nos outfits dans le train. On avait tendance, et moi le premier, à me mettre en caleçon et en t-shirt, mais c'était assez mal vu finalement. Des familles, des gens qui étaient dans le train et qui étaient bien habillés pendant la journée. Encore une fois, c'est comme si tu te mettais en caleçon dans le RER. Bah complètement. Ouais, mais c'était un train couchette, C'est vrai qu'on était vraiment en chaussons pyjama, à se balader partout et les gens nous regardaient très bizarrement. Donc bref, dans le train, l'ambiance est assez froide et une des rares personnes qui parle anglais nous explique pourquoi. Le gars, on lui demandait pourquoi ils étaient hyper froids et hostiles quand on leur parlait. Et une fois qu'on leur avait parlé ou qu'on était un peu bourré, c'était les meilleurs gars de toute la Terre, quoi. Et le mec, il nous disait, bah en fait, parce que contrairement à vous, on n'est pas hypocrite, quoi. Et en fait, je te connais pas, je te souris pas. Tu peux être un énorme connard, tu peux être un mec sympa et tout, je sais pas, je te connais pas. Une fois qu'on a bu un peu un coup, on discute et en fait, ça va, t'es cool, donc on rigole. Mais ils avaient ce truc sur l'hypocrisie. Et du coup, le seul endroit où on arrive à peu près à sympathiser avec certains Russes, c'est donc au wagon-bar. Puisque c'est le seul endroit du train où on peut acheter de l'alcool. Il y a littéralement un frigo de bière et plein de bouteilles à vendre sur une table à côté. Et avec l'alcool, les Russes deviennent beaucoup plus avenants. D'abord un jeune couple qui s'ouvre assez vite à nous, voire peut-être un peu trop, puisqu'il commence direct avec une question bien gênante. Il y a des gays dans votre pays? Je fais est-ce qu'il y a des gays? Bah oui, bien sûr, enfin oui, il y a des gays. Ah ouais, t'en connais personnellement? Et je fais ouais, j'en connais. Et t'as pas peur? Ah ça, c'est un choc de voir ça. Hein. Il a dit un truc encore plus derrière. Il dit ah ouais, parce que nous en Russie, on n'a pas d'homosexuels. Ça n'existe pas chez nous. Selon lui, ça n'existe pas, c'est une lubie européenne. C'est là aussi, je trouve, enfin moi je prends conscience, c'est que la Russie finalement c'est un pays on est sur le même continent, c'est un pays qui est pas loin de la France, et c'est vrai que tu prends conscience en étant avec des Russes qu'on se sent quand même beaucoup plus loin d'eux que les Américains, mais que finalement de la culture russe, on partage très peu de choses. Ensuite, un autre jour, on va faire la connaissance d'une équipe de foot de Moscou qui nous apprend gentiment à jouer au Dourak, un jeu de cartes russe, avant de nous mettre des coups de pression pour qu'on leur paye à boire. Parce qu'ils étaient nombreux, ils avaient envie de boire, ils n'avaient pas les moyens, et ils voulaient qu'on leur paye des bouteilles de vodka. On a passé le voyage à se faire menacer pour payer de l'alcool. Je crois que c'était tout le temps comme ça. Et enfin, le meilleur pour la fin, le lendemain, une bande de potes complètement ivres, dont un ancien militaire torse nu, se pose à notre table et lance direct les hostilités. C'est un truc assez intéressant, je trouve, quand même, dans les rapports qu'on a à chaque fois avec les Russes, c'est qu'à la fois cette curiosité envers les Français, mais aussi ils se positionnent quand même toujours en rivalité avec l'Europe et l'Occident, et ils ont besoin de se mesurer à nous. Et donc pour faire connaissance, il ramène de l'alcool à la table et propose direct un bras de fer. Comme il parlait pas anglais, le seul truc qu'il savait faire c'était ça, quoi. Donc nous on a compris, bras de fer, on est là, on participe à la culture, donc on se met, le mec torse nu, il a des biceps qui font la taille de ma cuisse, quoi. Énorme. Et donc il me prend le bras comme ça, je dis moi je vais le défoncer, et on se met, alors ils ont des règles, il faut pas tenir le truc, il faut mettre la main comme ça, et on pousse, et en fait moi je donne vraiment tout ce que j'ai, je donne et je sens qu'il bouge un peu, et le mec il me regarde, il fait comme ça, il pousse ses clés, il pousse ses clubs, il pousse ses machins, il fait comme ça. Et on va pas se mentir, l'humiliation elle est totale. On va se prendre un 3-0 très vite, jusqu'à ce que Griff arrive à marquer un petit point sur un malentendu. Je fais comme ça, et donc il me fait son petit truc de russe, quoi, c'est qu'il me laisse un peu gagner, et il boit en même temps pour m'humilier, et pendant qu'il boit, je sais pas, on a pris un dodan en train, il se renverse le truc sur lui, toi tu lui dis gars, t'es en train de renverser sur toi, et ça coule comme ça sur lui tout le truc, et là moi j'ai profité à la française, BAM. Et pour fêter sa victoire, devinez ce que Griff lance. Ce qui chauffe évidemment nos nouveaux amis russes qui le suivent. Avant de nous proposer de faire des cocktails avec une technique assez particulière. Ils boivent beaucoup de Bloody Mary, donc vodka jus de tomate, mais ils le boivent pas comme nous en mode cocktail, c'est-à-dire que tu mélanges dans un shaker ou un verre, etc. En fait, ils ont 2 verres, ils ont un verre de vodka, un verre de jus de tomate, et ils font le cocktail dans la bouche, quoi. Le lendemain, on arrive en Sibérie, et chaque jour qui passe, les paysages changent radicalement.
On passe des belles églises aux dômes colorés, à des tours de forage et à des cheminées d'usine. Ce qui était impressionnant, c'est que c'était tout enneigé, et autour, sur 500 mètres ou 1 km, c'était tout noir. C'est d'ailleurs pas un hasard si la ville la plus polluée au monde se trouve en Sibérie. C'est là où on prend conscience que Moscou, c'est une vitrine incroyable, c'était magnifique, c'était effet de Noël en plus, c'est une ville incroyable, mais le reste de la Russie est très pauvre. Tu te confrontes à ça via le transsibérien. Et récemment, j'ai appris un truc assez fou. J'ai appris que beaucoup de ces usines dans le monde étaient financées par nos propres comptes bancaires. Faut savoir que quand on met notre argent dans une banque, sur par exemple un livret A, un PEL ou autre, la banque utilise cet argent pour générer des profits. Et où est-ce qu'elles investissent majoritairement ? Eh bah dans tout ce que je vois à travers ma fenêtre, les énergies fossiles. Ouais, les 11 principales banques de la zone euro cumulent un stock de plus de 530 milliards d'euros d'actifs liés aux énergies fossiles, soit en moyenne l'équivalent de 95% du total de leurs fonds propres, ce qui est énorme. Et la combustion des énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, c'est responsable de plus de 80% des émissions de CO2 dans le monde, ce qui provoque le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Donc sans le vouloir, on finance nous-mêmes le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui font plein de choses pour essayer de réduire leur empreinte carbone. Mais la réalité, c'est que s'ils ont leur argent placé en banque, dans des assurances-vie ou des plans d'épargne logement, ils financent à leur insu les énergies fossiles. Heureusement, c'est pas le cas de toutes les banques. Certaines sont plus responsables et c'est le cas de Gringot qui est le partenaire de cette vidéo. Gringot, c'est des comptes courants dispo en France et en Belgique et de l'épargne sous forme d'assurance vie qu'ils ont développé avec des experts et des co-auteurs du GIEC qui proposent des fonds d'investissement 100% verts alignés sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Donc si on veut éviter de financer les énergies fossiles tout en faisant travailler son argent, on peut tout simplement changer de banque. Surtout que c'est pas super compliqué. Ouvrir son compte et son assurance vie Gringot, ça prend quelques minutes depuis leur application, avec évidemment des conseillers disponibles à tout moment par téléphone. Et je vais moi-même passer dessus. La carte est disponible sur Apple Pay et Google Pay, il y a 0 frais à l'étranger et c'est 100% sécurisé et régulé par les institutions. Gringot, c'est une communauté de 300 000 personnes, c'est à seulement 6 € par mois, mais pour les 1000 plus rapides, vous aurez 2 mois offerts avec le code FROMLUDOC, je vous mets le lien en description. Voilà, maintenant on revient dans le transsibérien, puisqu'on arrive enfin à la gare d'Irkoutsk, une des plus grandes villes de Sibérie centrale. On prend un taxi pour aller à Lysyanka, petit village au bord du lac Baïkal. On arrive à notre hôtel, on se pose pour faire une petite sieste, et on cherche un endroit cool pour passer le nouvel an. Le réceptionniste nous parle alors de l'hôtel Mayak, on se dit qu'on est dans un petit village et qu'on va se retrouver avec 10 personnes maximum. Et comme on n'a pas spécialement prévu de tenue pour le nouvel an, on y va en doudoune et pantalon de ski. Sauf que... Tout le monde était en costume et les meufs étaient dans des robes de princesse. Princesse Disney, ouais. Incroyable. On se retrouve donc à une réception avec plus de 400 Russes et on va vivre le nouvel an le plus improbable de notre vie. Dès l'entrée, on est accueilli par un stand photo avec un cochon et un suricate. Ouais, ça commence bien. Ensuite, on se pose dans le restaurant et on va découvrir le service assez surprenant quand Quentin commande une bière. La personne ramène la bière, me la pose au milieu de l'assiette. Alors ça déjà, on dit, ça tu comprends pas. Et là, en posant, la bière se renverse dans l'assiette. Et elle fait « Oh, je suis désolé, je reviens ». Elle s'en va et elle ramène une paille, elle me met dans la bière, elle me dit « Voilà ». Ensuite, 2 mecs en costard et chapeau de Noël commencent à animer la soirée. On comprend évidemment rien, mais Griff et Matt veulent quand même participer. L'hymne russe est lancé et Griff, qui nous le joue depuis le début du voyage, saute sur l'occasion. C'est son moment, il s'est préparé depuis 10 jours, c'est maintenant. Et vers 23h59, on se lève pour faire le décompte et souhaiter la bonne année. Et tous ensemble on crie 3, 2, 1... Et ouais, à minuit, une télé s'allume et diffuse une allocution de Poutine. Et pendant 10 minutes, on s'est regardé en attendant la fin du discours. C'est là où tu vois aussi le respect, l'autorité de Poutine quand même avec les gens. C'est qu'il n'y avait pas un bruit, enfin tout le monde écoutait religieusement l'allocution. Une fois l'allocution passée, on nous annonce qu'il va y avoir un feu d'artifice devant l'hôtel. Tout le monde sort. Et c'est génial parce que je pense qu'ils ont voulu diriger les feux d'artifice en direction du lac Baïkal, sauf qu'ils les ont mis dans la direction du parking de l'hôtel. Et du coup les trucs partent et on entend toutes les voitures qui commencent à sonner. Des feux d'artifice qui se coincent sous les voitures, donc ça commence à péter. Le mec, il arrive, il prend le feu d'artifice pour essayer de le recadrer pour pas que ça défonce les bagnoles, quoi. Il se retourne en pensant que c'était fini. Il y a un dernier feu qui part et qui va dans l'hôtel. Et ça explose dans la salle de réception. Là, on se dit qu'on a atteint le pic du what the fuck de la soirée, mais non. On revient dans l'hôtel, on monte à l'étage du resto et tout le monde a bougé les tables pour danser. Et ça part en Rammstein vénère avec des enfants de 10 ans et des mamies de 80 qui dansent tous ensemble.
Un papa Noël et une maman Noël lancent même une queue-leu-leu. On finit par se perdre de vue à un moment, et pour se retrouver, j'envoie un message sur notre converse WhatsApp groupé. Et voilà ce que je reçois. Les gars avec donc les micros en costard décident de dire on va élire la meilleure meuf, la plus belle meuf qui est devant nous là. Allez les meufs venez, on va dire qu'elle est la plus belle. Et là où c'est génial, c'est que tout le monde se prend au jeu. Pour élire les meufs, c'était à l'applaudimètre. Donc elle venait, elle se tournait, elle se cambrait un petit peu, et t'as tous les Russes. Ouais, elle est bonne, ouais. Toi t'as écouté, qu'est-ce qui se passe? On est où? En haut, ça repart de plus belle, et cette fois, des gens déguisés en ours sont sur la piste. Je me souviens aussi que c'était 2 salles, 2 ambiances dans la même salle aussi, hein, parce que d'un côté, t'avais nous en train de danser, etc. De l'autre, littéralement, tu te tournais comme ça, et t'avais juste un parterre de vieux assis en train de nous mater comme ça. Et quand on est rentré, il y a des mecs qui avaient leur verre de vodka comme ça, ils se sont levés, ils ont fait vous êtes chaud blackout? Blackout. Ils ont bu comme ça, ils se sont écroulés. Il y a des vieux qui se sont levés pour les mettre sur le côté, et en fait il y avait l'espèce de zone d'urgence, l'infirmerie sur les bancs derrière, avec tous les mecs qui s'évanouissaient au cours de la soirée, qui étaient mis dans ce petit coin là-bas derrière. C'est fou parce qu'on est vraiment passé de... Enfin voilà, on parlait de l'ambiance dans le Transsibérien, les Russes sont très froids, il y a un côté très glacial. Et quand on est arrivé dans ce village, on se disait bon bah nouvel an les gars, c'est mort. Enfin ça va être nul, mais bon c'est pas grave, tant pis on est ensemble et tout. Et on n'est pas, voilà, on a vécu une soirée extraordinaire nouvel an, franchement un des meilleurs nouvel an que j'ai fait de ma vie. Vers 5h du mat, on finit par se coucher, on va pouvoir faire une belle grasse mat et débuter la nouvelle année en pleine forme, sauf si... Et ouais, 4 heures après, j'ai eu la très bonne idée d'organiser une balade en chien de traîneau, et Griff, qui n'en a jamais fait, a adoré. Ils adorent chier quand ils courent ces chiens. T'as 9 trous de balles qui sont devant toi, qui avancent à 50 km/h et ils chient. Et toi, ton traîneau, il roule sur de la merde. Et donc t'es sur des bosses, sur une planche en bois, et ça sent la merde pendant tout le truc, pendant que t'es en gueule de bois. Putain, mais quelle idée, putain. En début d'après-midi, on reprend le Transsibérien pour arriver à notre destination finale, Ulan-Ude. Et cette fois, on va tester la première classe. Chaque cabine a 2 lits, plus large que la 2e et 3e classe. Il y a une télé. Cette fois, on a la clim, puisqu'il fait 22 degrés versus les 26-28 de la 3e classe. Et on croise absolument personne dans tout le wagon. Comme je vous disais plus tôt, très peu de Russes prennent la première classe. Ceux qui ont le budget pour se l'offrir préfèrent prendre l'avion. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent qu'un seul wagon première classe dans le Transsibérien. On part donc pour 6 heures de train, et le trajet est magnifique en longeant le lac Baïkal tout le long. Vers 18h, on arrive à Ulan-Ude, on se pose à l'hôtel et on cherche un resto ou dîner. Le seul qu'on trouve bien noté avec un nom qui n'est pas en cyrillique, c'est le Che Guevara qui a 20 minutes à pied. Et sans le savoir, on va vivre une soirée encore plus chelou que la veille. Et ça commence dès notre arrivée. C'est vrai qu'on arrive au restaurant, il doit être, je sais pas, 18h, et on nous fouille à l'entrée. Pas une fouille toute simple, détecteur de métaux et portique d'aéroport de détection de métaux et d'armes. Pour aller dans un restaurant. Une fois les portiques passés, la dame à l'entrée nous dévisage et rigole en voyant nos tenues. On lui demande ce qui se passe, elle dit bah ici normalement t'es censé être un peu bien habillé mais c'est ok vous pouvez passer. Et nous on arrive comme ça en skieur en se demandant pourquoi faut être bien habillé pour aller les dîner. On découvre la salle, elle est immense et on est les seuls à manger. Au bout d'une heure, on finit de dîner, on s'apprête à partir, mais un petit groupe de musique s'installe sur la scène et commence un concert. Donc on reste et le restaurant commence à se remplir. Mais à se remplir avec que des filles qui entrent, pas un seul mec. Et qui sont habillées en fait en tenue de ski, elles enlèvent toutes les couches et elles sortent des escarpins du sac à main et elles se transforment en fait avec des tenues de soirée, des robes de soirée, des chaussures de soirée, alors que nous c'est l'inverse, nous on était en tenue de ski, on était en tenue de ski. Bah oui, clairement. Nous on était vraiment en moon boots quoi. Le restaurant se transforme petit à petit en club, on se dit qu'on va rester un peu, et plus la soirée va avancer, plus ça va devenir chelou pour nous. On est au fin fond de la Sibérie. Autant dire que des étrangers comme nous, qui a un côté Folklorique. complètement folklorique. Il n'y a pas beaucoup de touristes à Ulan-Ude en hiver, ouais c'est sûr. Oui, on devient l'attraction de la soirée. De plus en plus de filles commencent à venir nous parler, et chacun va vivre une soirée bizarre de son côté. Ça commence avec Griff et Quentin qui sortent au fumoir. Le fumoir est à l'extérieur, il fait moins 40. Parce que il y avait de la glace partout, donc on reste pas longtemps. Et on discute à l'extérieur, et il y a une nana qui vient nous voir avec Quentin, et elle nous dit un truc en russe, et elle veut que je vienne, que je sais pas ce qu'elle veut dire. Quentin a la brillante idée de sortir son téléphone, de mettre Google Trad, et de mettre le truc en russe, et de lui dire vas-y écris. Elle écrit, elle me redonne le téléphone, et sur le téléphone il est marqué « Je t'aime, suis-moi ». Je montre à Quentin pour savoir si je vais me faire assassiner ou si c'est normal ou si j'ai bien compris, je sais pas. Et Quentin il me fait hey, beau gosse et tout, ok, aucun backup de mon pote. Donc je la suis et elle m'emmène dans un coin, une table du club voir ses copines quoi.
mais sans que je puisse parler avec elle, sans que je puisse prévenir mes potes ni rien. Et je suis pas bien parce que j'ai envie de revenir vous voir, mais en même temps je suis curieux quoi, de voir où tout ça va me mener. La meuf, elle pose la bouteille de vodka comme ça, et elle me dit vodka. Je prends, je verse un shot, je bois, c'est très fort, c'est très très fort. Vodka. Hein, un deuxième. On remet comme ça, tu bois. Ok, pas mal et tout, c'est cool. Vodka. Oh. Pendant que Griff se fait arroser de vodka, Kim lui aussi passe une soirée bizarre. Une Russe qui se présente comme une ancienne barmaid veut aussi le faire boire. Du coup, elle savait ce que c'était de boire, et clairement, moi, j'avais pas du tout les mêmes capacités qu'elle pour gérer l'alcool. Et du coup, elle m'en sert un, elle le prend, elle m'en resserre un, elle le prend, etc. C'est intenable. Et petit à petit, on commence à perdre le contrôle. En fait, on leur appartenait vraiment, parce que dès que tu commençais à parler à quelqu'un d'autre, elle t'attrapait par l'épaule, elle te disait parle pas à ces gens-là, t'es avec moi. C'était fou. Elles nous gardaient dans leur giron, on pouvait pas trop aller voir ailleurs. Toi, t'étais entouré, on voyait à peine ta tête qui dépassait comme ça. D'une montagne de meufs, ils cherchaient l'oxygène à la surface. Et de mon côté, j'observe les différentes scènes un peu inquiet. Comme moi je buvais pas ce soir-là, je surveillais un peu tout le monde. Parce que je me disais, ça devient de plus en plus chelou, il va se passer un truc. Et pour une fois, j'ai eu du flair, puisque la soirée va très vite prendre une tournure étrange. Je suis en train de parler avec la meuf qui me dit vodka. J'en peux plus, j'ai envie de prendre une pause de calmos quoi, un peu de flotte. Et il y a une meuf qui vient derrière qui pour le coup parlait anglais. Et elle me dit attention aux filles ici. Rejoins-moi, je suis à une table un peu plus loin, dans 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Et je la cherche et je la trouve pas. Je vous cherche vous, je vous trouve pas. Je ressors au fumoir, je la vois au fumoir. On discute un peu avec elle, on rigole un peu et tout. Et elle me dit ouais attention parce qu'en fait ce qu'elles veulent, ici on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout, elles veulent ton passeport et en fait elles veulent rentrer en France, que tu les ramènes et trouver un bon parti quoi. Et quasiment au même moment, on commence tous à comprendre le piège qui se renferme sur nous. Kim de son côté continue de boire en essayant de trouver une porte de sortie. Clairement, je suis au bout de ma capacité alcoolique. Au moment où je lui dis, bon bah, moi je vais aux toilettes. Parce que là, voilà. Et elle me regarde en mode, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Non, mais je vais juste aux toilettes en fait. La meuf me suit, je sors des toilettes, elle était là en train de m'attendre. Et vu que les nanas là-bas c'est guerrière, littéralement elle me prend, elle me plaque contre le mur, elle essaie de me pécho. Et je dis non mais attends, vite fait tu vois. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte, elle me plaque contre le mur, elle va de l'autre côté de la salle, littéralement, elle se plaque contre le mur et elle se planque comme ça. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, c'est la même chose. Elle m'attrape par la main, elle me sort dehors, on était en t-shirt, hein. Il faisait moins 40 degrés, la meuf était en robe. Et je lui dis mais en fait tu veux pas qu'on rentre parce que bah on va mourir en fait. Et elle me dit non reste là. Et moi je lui écris sur Google Translate genre littéralement en fait on apprend 6 minutes de vie là donc il va falloir qu'on rentre. Et pendant que Kim essaie de rentrer, Grip lui aussi revient dans la boîte. Et là en rentrant dans le club, il y a eu un shift qui s'est passé, je sais pas exactement. C'était la guerre à l'intérieur. Où il y avait, si vous vous souvenez, des meufs qui étaient en train de se tirer par les cheveux, de se mettre des patates, de se greffer et tout. Et il y avait un gars qui tenait une meuf comme ça par le callback. On arrive pour lui dire frérot mollo hein. Et il y a une meuf qui vient et qui fait non t'as pas compris ce qui se passe en fait. Et que le mec est en train de se défendre des autres meufs qui sont en train de l'agresser et il cherche à partir. Et en fait les meufs c'est des amazones guerrières là-bas et elles défoncent tout le monde. Bouteille pétée sur le truc, menace. Et là du coup tu comprends pourquoi 4 heures auparavant on t'a fouillé détecteur de métaux et tout. Parce qu'ils sont fous alliés là. L'ambiance shift aussi parce que jusque-là il y avait quasiment que des meufs et on était sorte de proie et tout, mais il y a quand même ce moment où les mecs locaux débarquent aussi dans le club. Ils disent mais qu'est-ce que c'est ces gars là qui accaparent l'attention là? Et là il commence à y avoir des vrais coups de pression et un gars vient me faire un coup de pression en me disant mec il faut que tu dégages. Et là ça devient beaucoup moins drôle pour tout le monde. À un moment, je suis à l'extérieur avec des espèces de mecs, ils sont aussi hauts que larges. Et ils viennent, ils me regardent et ils me font c'est quoi ça? Je dis bah lunettes quoi, glasses, cool et tout machin. Ah ouais mais pourquoi t'as ça? Ça sert à quoi? Je dis parce que j'y vois rien frère. Il me dit c'est marrant parce que nous y a pas lunettes ça. Vas-y montre. Ah non chiant un peu. Si montre. Bon bah tiens. Et ils commencent à prendre, allez, ils se les mettent, ils se foutent de la gueule les uns des autres et tout. Je fais ok, c'est sympa. Je voudrais juste les récupérer. Il fait non. Et le mec il commence à fouiller dans mes poches pour essayer de me taper les trucs quoi. Mais j'avais rien sur moi parce que j'avais tout laissé à la table. Et là je fais ah putain chiant. Et je cherche du regard dans le fumoir. Il y avait qui? Il y avait personne. Il y avait juste le serveur qui nous avait servi tout à l'heure. Et je le vois et je lui dis bah je sais pas si ton établissement fait quelque chose. Et le mec il me regarde il fait
sorry. Il s'est barré. Il m'a laissé tout seul avec les gars. J'ai réussi, j'avais une voisine qui parlait russe et je lui avais demandé un mot. En partant là-bas, un mot qui pouvait me sauver. Et elle m'a dit, tu dis drug ou brat, ça veut dire genre poteau ou frérot, c'est un petit mot un peu cool comme ça, tu vois. Et le mec il commence à me dire fuck you. Non, fuck you, non. Brat, drug. Il me regarde, il commence à se taper une barre. Je récupère mes lunettes, je rentre à l'intérieur en courant. Je vais voir Ludog, je dis Ludog, il faut vraiment qu'on s'en aille. Là ça devient très problématique. Il y a des meufs qui sont en train de casser des tessons de bouteilles, d'éventrer des gars. Dehors, les gars qui restent, qui sont encore vivants, ils veulent m'éventrer moi. Ça va revenir sur vous, il faut qu'on se barre d'ici. J'essaie de choper tout le monde en mode sans donner d'explication. Les gars, c'est maintenant qu'il faut partir parce que c'est en train de partir en couille. Il y en a un, il va se prendre un coup de couteau à un moment donné. On se réunit, mais impossible de retrouver Kim dans la boîte. On cherche partout, jusqu'à ce que ils finissent par sortir des toilettes. Il ressort des toilettes au bout de 3 heures, il est comme ça, il est tout rouge. Sortez-moi de là, les gars. Il était séquestré dans les toilettes par une meuf d'1m90. Une fois qu'on a récupéré tout le monde, j'explique la situation et on finit par sortir. Faut bien comprendre qu'on est au fin fond de la Sibérie et qu'on a 0 backup. J'ai jamais autant senti ce truc de on n'est pas chez nous, quoi. Ah bah ouais. On n'est pas les bienvenus. Et je me suis dit, ouais, là, faut très vite qu'on aille à l'hôtel, qu'on s'enferme et fini parce que personne va nous aider. On parle pas la langue, personne ne parle anglais, il y a du cyrillique partout, c'est assez flippant tout d'un coup de te dire tout peut arriver et je contrôle absolument plus rien. On marche donc vers l'hôtel en se disant qu'on l'a échappé belle et que plus jamais on retente ce resto. Il y avait ce sentiment de libération quand on marche sur le truc en disant on est sorti, il n'y a pas de blessés, on est tous vivants, on est tranquille, fin du danger. Arrivé à l'hôtel, on se prend en photo pour immortaliser cette soirée complètement what the fuck et on rentre dans nos chambres, au chaud, en sécurité, quand soudain... Kim Kim La meuf d'1m90 qu'il avait séquestrée depuis 3 heures, qui nous a suivis en filature jusqu'à l'hôtel. Ouais, vous rêvez pas. La fille qui avait plaqué Kim dans les toilettes, mais aussi celle qui voulait se marier avec Griff, étaient toutes les deux devant l'hôtel à crier leur prénom. Et on les entendait crier, on se disait putain, mais elles sont là. Est-ce qu'elles sont venues seules? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et faut savoir que nos chambres, elles sont au rez-de-chaussée. Nos fenêtres donnent sur la rue où elles sont, donc on est à littéralement 2 mètres d'elles. On avait vraiment ce truc de n'ouvre surtout pas les rideaux parce qu'elles vont savoir qu'on est là et ça va être encore pire parce que en fait elles faisaient les 100 pas à crier partout. On fait une réunion de crise entre nous en mode personne ne leur répond et on n'est pas là. Et en fait on est sauvé par la patronne de l'hôtel. La patronne c'est une meuf de Ulan-Ude aussi, donc c'est une guerrière Amazon aussi. Quand on a vu les 2 meufs à l'arrivée, elle fait tu dégages. Elles sont pas rentrées, elle les a dégagées, mais manu militari, elles étaient dehors, elles faisaient les 100 pas dehors évidemment, mais c'est grâce à elles certainement qu'on est encore vivant. On aurait dû lui laisser un plus gros pourboire je pense. Voilà comment se termine notre aventure improbable en Sibérie. Et si tu veux d'autres histoires dans le genre, dans les prochaines vidéos, je vais te raconter pourquoi j'ai été banni de Corée du Nord et comment j'ai traqué et fait arrêter un prédateur sexuel avec la brigade des mineurs. En dessous de 15 ans, c'est un viol. Donc oublie pas de t'abonner pour la suite.